sommaire de cette édition, en Angola, l'ex-président José Eduardo dos Santos défend son fils et un ex-gouverneur de la Banque centrale jugé à Luanda pour corruption. Au Niger, le gouverneur de Difa a rendu visite aux blessés suite à une bousculade provoquée par une distribution de vivres et d'argent à des réfugiés et déplacés qui a fait une vingtaine de morts. Et puis le bilan de l'épidémie à coronavirus en Chine a dépassé les 2000 morts ce mercredi, après le décès de 136 malades. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. On démarre cette édition par le Togo, où les bonnes nouvelles se succèdent pour le président Faure Gnassingbé. La ville de Sokodé, qui s'est montrée hostile au régime, a réservé un accueil chaleureux au président en campagne pour un 4e mandat samedi prochain. Faure y a été acclamé par une foule en transe. Comment ne pas être surpris en étant accueilli comme vous l'avez fait aujourd'hui, a réagi le chef de l'État devant la foule la semaine dernière. Ces dernières années, sur cette terre récemment acquise à l'opposition, sa démission avait été réclamée à corps et à cri lors d'autres rassemblements. En effet, la deuxième ville du Togo a été dès le mois d'août 2017 le bastion de la contestation politique qui a ensuite gagné tout le pays après un demi-siècle de la même famille au pouvoir. Des jeunes avaient érigé des barricades le long de la route nationale qui traverse la ville, mis le feu aux postes de police et attaqué les forces de sécurité. Il y a quelques années, c'était un autre leader qui haranguait les foules à Sokodé, appelant au soulèvement populaire. Mais Tipi Achadam, le leader du Parti national panafricain, fils du pays, a été accusé d'avoir enflammé la jeunesse, thème majoritairement musulmane, et se cache désormais au Ghana selon ses proches. Il envoie encore quelques messages audio sur WhatsApp dans l'espoir de continuer la lutte, mais son parti est désormais divisé et, explique l'un de ses anciens collaborateurs à l'AFP, depuis qu'il est en exil, il faut être honnête, la mayonnaise ne prend plus. L'armée togolaise quadrille toujours la ville et des véhicules remplis de soldats cagoulés et équipés d'armes automatiques sillonnent les rues en continu. Les affiches de campagne d'unir martèlent qu'il faut croire en notre futur et le président candidat a promis la création de 500 000 emplois directs d'ici à 2022 pour apaiser les frustrations d'une jeunesse frappée par un chômage massif et une grande pauvreté. L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos a défendu par écrit son fils, José Filomeno, ainsi que l'ex-gouverneur de la Banque centrale d'Angola. Les deux hommes sont jugés à Luanda pour corruption. Filomeno dos Santos est accusé par la justice angolaise d'avoir détourné avec la complicité de l'ex-gouverneur de la Banque centrale, Walter Filipe da Silva, 500 millions de dollars de fonds publics transférés en Suisse. Mais dans une réponse écrite à des questions des juges datant du 6 février dernier et présentée ce mardi au tribunal, l'ex-président angolais, José Eduardo dos Santos, qui vit en Espagne, a affirmé que les mises en cause, jugées à Luanda pour corruption, ont agi pour améliorer la vie publique angolaise. J'ai autorisé le transfert des 500 millions de dollars qui étaient uniquement destinés à garantir des investissements de 30 milliards de dollars. Cela a été fait pour la situation économique du pays, non pour l'intérêt personnel de ceux qui ont exécuté ce transfert, écrit l'ex-président angolais. José Eduardo dos Santos a affirmé qu'il avait ordonné à Walter Filipe da Silva de garder ses opérations top secret, mais qu'il en avait informé João Lorenzo, qui lui a succédé en 2017. Si Dos Santos n'a pas signé la lettre, nous allons avoir une réaction d'ici quelques jours car les médias vont diffuser la nouvelle. Je crois qu'il y a beaucoup de gens ici en Angola qui écoutent les nouvelles et qui confirmeront si Dos Santos a signé la lettre ou non. C'est pourquoi je suggère, en cas de doute, que nous organisions une vidéoconférence pour qu'il puisse se présenter au tribunal et s'expliquer. Fils de l'ex-chef de l'État, Filomeno dos Santos a dirigé sous le règne de son père le fonds souverain angolais, chargé d'investir une partie des revenus du deuxième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne.
Placé en détention provisoire en septembre 2018, il a été libéré 6 mois plus tard dans l'attente de son procès qui s'est ouvert en décembre 2019 à Luanda. Le verdict doit être prononcé le 3 mars et le fils dos Santos risque jusqu'à 12 ans de prison. Une vingtaine de personnes ont été tuées et plusieurs blessées lundi dernier dans une bousculade provoquée par une distribution de vivres et d'argent à des réfugiés et des personnes déplacées à Difa, dans le sud-est du Niger. Des sources humanitaires ont confirmé le nombre de tués et fait état d'une dizaine de blessés. Issa Lemine, le gouverneur de Difa, ville située au sud-est du Niger, a rendu visite aux blessés suite à une bousculade provoquée par une distribution de vivres et d'argent à des réfugiés et déplacés à la Maison des Jeunes et de la Culture. Nous avons un bilan provisoire de 20 morts, essentiellement des femmes et des enfants tués lors de cette bousculade, a expliqué un responsable médical. Selon le gouverneur de Difa, une première distribution s'est bien terminée dimanche. Et le lendemain, une deuxième opération de ce type devait avoir lieu à l'arène de lutte traditionnelle qui a été sécurisée pour la circonstance, mais les gens se sont plutôt dirigés vers le lieu de la distribution de la veille. Très tôt, aux environs de 1h GMT, les femmes se sont attroupées devant la Maison des Jeunes et de la Culture et à 5h GMT, quand le portail a été ouvert, il y a eu un mouvement d'ensemble et beaucoup de personnes étaient tombées et ont été piétinées. L'aide était offerte par Babagana Oumara Zulum, le gouverneur de l'État nigérien de Borno, qui est allé lundi visiter les sites de réfugiés nigériens ayant fui les attaques de Boko Haram et qui sont installés dans plusieurs zones de la région de Difa depuis 2015. Assassinat au sommet de l'État, divorce houleux, inculpation de l'épouse du Premier ministre, appel à la démission du chef de gouvernement. Tous les éléments dignes d'un thriller politique haletant sont réunis. Il s'agit pourtant de la réalité au Lesotho, petit royaume africain à l'histoire politique instable. La première dame de Lesotho, Messaye Tabane, accusée du meurtre de la précédente épouse du chef du gouvernement, a comparu mardi au tribunal de Maseru. Pendant 2 ans, l'enquête policière piétine qu'un coup de théâtre en janvier 2020, la police convoque la première dame. Elle est introuvable et un mandat d'arrêt est lancé. À la suite d'un accord entre son avocat et la police, Messaye Tabane se présente finalement aux autorités la semaine dernière et est inculpée du meurtre de Lipolelo Tabane. Elle a été libérée après une nuit au commissariat en échange d'une caution de 1000 lotis, 61 €, provoquant l'incompréhension de la population. Le Lesotho est le théâtre d'une intrigue impliquant l'actuelle épouse du Premier ministre, âgée aujourd'hui de 80 ans, un drame qui fascine tout autant qu'il scandalise la population du pays fatiguée par les remous politiques. Messaye Tabane, mariée au chef de l'État Thomas Tabane, est accusée du meurtre de sa rivale, la précédente épouse de son mari. Le 14 juin 2017, Lipolelo Tabane, âgée de 58 ans, est assassinée alors qu'elle rentre chez elle en voiture dans la capitale Maseru. Un crime qui intervient 2 jours seulement avant la prestation de serment de Thomas Tabane au poste de Premier ministre. Le couple est alors en instance de divorce. 2 mois plus tard, le tout nouveau chef de l'État épouse Messaye, aujourd'hui âgé de 43 ans. Au cours de la dernière décennie, aucun Premier ministre n'a fini son mandat de 5 ans au Lesotho. Le parti ABC doit encore s'entendre sur le nom d'un successeur à Thomas Tabane. Dans les rues, la population est fatiguée par ce scandale. Nous ne savons pas ce qui se passe dans notre pays. C'est indiqué une fonctionnaire. Et puis le personnel médical en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus continue de soigner les patients dans les hôpitaux de Wuhan avec l'aide de l'armée. Le bilan du Covid-19 en Chine a dépassé les 2000 morts ce mercredi après le décès de 136 malades. Le bilan de l'épidémie à coronavirus a dépassé ce mercredi les 2000 morts. Mais l'OMS a mis en garde contre toute mesure disproportionnée, citant une étude montrant que plus de 80% des patients souffraient d'une forme bénigne de la maladie. Une étude menée par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies sur plus de 72 000 personnes. Toujours selon cette enquête, jusqu'à 39 ans, le taux de mortalité du Covid-19 reste très bas,
à 0,2%, puis s'élève progressivement avec l'âge. Depuis quelques semaines, la Chine place de facto en quarantaine la quasi-totalité du Hubei. En dehors de la province, seuls 56 nouveaux cas ont été recensés ce mercredi sur les dernières 24 heures. Le 4 février dernier, ils étaient encore 890 au total. Le bilan en Chine continentale atteint désormais 2004 morts. Parmi eux, un directeur d'hôpital mort mardi à Wuhan, berceau du coronavirus. Ailleurs dans le monde, 5 décès ont été enregistrés jusqu'à présent aux Philippines, à Hong Kong, au Japon, à Taïwan et en France, mais l'épidémie suscite toujours de nombreuses craintes. Un sommet Chine-Union européenne prévu fin mars à Pékin a d'ailleurs été abandonné, selon des sources européennes. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge. Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique.